Jack Lang est ce soir l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Eh bien, entre une mission internationale, la dernière à la demande du secrétaire général de l'ONU, portait sur la piraterie maritime, et puis entre une critique nouvelle de votre part de l'éducation nationale, mais on abordera bien d'autres questions au cours de cette émission en 3 parties. D'abord, bien sûr, on a envie de vous entendre sur la situation en Égypte, Jack Lang, sur ces heures dramatiques au lendemain d'une marche pacifique, la marche du million de manifestants. Et puis on veut vous entendre également sur la nouvelle polémique tunisienne autour de Michel Alliot-Marie. Certains de vos camarades du Parti socialiste réclament sa démission. Ensuite, Anne-Sophie Mercier, collaboratrice des Inrecuptibles du Monde Magazine, nous rejoindra pour évoquer votre appartenance au Parti socialiste. Enfin, Sonia Mabrouk de Public Sénat sera avec nous pour des questions plus personnel, mais bien sûr, il sera beaucoup question de culture avec vous. D'abord l'Égypte, bien sûr. Les choses tournent mal au lendemain de cette manifestation nombreuse et pacifique pour réclamer le départ de Hosni Moubarak. Comment est-ce que vous réagissez à ces scènes violentes auxquelles on a assisté? Quand on dit scènes violentes, si j'ai bien compris, ce sont des actes d'agression commis par des personnages stipendiés, qui cherchent à semer la terreur et à intimider le peuple égyptien, pardon. Donc, c'est guère surprenant de la part d'une dictature, d'un homme qui s'accroche au pouvoir et qui ne veut pas y renoncer, et qui cherche en effet à attiser la peur, l'inquiétude, l'angoisse, voilà. Et ce sont des actes criminels qui sont accomplis par ceux qui s'attaquent au peuple égyptien. Et Moubarak est plus qu'un dictateur, selon vous, ce soir, après avoir mobilisé certains de ses nervis et une partie de la population. Alors on ne sait pas comment il l'a fait descendre dans la rue, mais il était là. Oui, il dispose de moyens, de ressources. Je n'ai pas de réponse exacte de quelle manière ces gens ont été payés, rémunérés pour commettre ces actes d'agression. Où en plus, certains d'entre eux sont habitués depuis longtemps, vous savez, dans les commissariats. L'immeuble Bakoubian, c'est un livre qu'il lui fallut lire beaucoup en France, qui expliquait depuis très longtemps à quel point ce régime est un régime d'oppression, de dictature, de corruption, vis-à-vis duquel il y a eu une immense complaisance internationale. Certes, Moubarak a contribué à la stabilité, à la paix, il faut le reconnaître, dans cette région du monde. En même temps, c'est un régime aujourd'hui corrompu, vermoulu. Et je suis heureux, vraiment heureux que le peuple égyptien ait trouvé cette force et ce courage de s'exprimer. Et il faut le soutenir, absolument le soutenir. Soutenir le peuple. Vous avez parlé de la dictature, mais très peu disaient que Moubarak était un dictateur jusque-là, dans les capitales occidentales. Trop peu. Alors, après ces événements auxquels on a assisté aujourd'hui, vous diriez que c'est pire qu'un dictateur? Non, je ne veux pas dire un dictateur. La dictature, c'est la dictature. Alors, elle revêt des formes diverses. Mais quand même, cet homme est au pouvoir depuis très longtemps, un parti dominant, sinon unique, la prison pour beaucoup de gens, parfois même des gens qui sont de simples gens. Le dernier film de Youssef Chahine, Chaos, racontait bien de quelle façon, dans la vie quotidienne, les gens sont malmenés, arrêtés, stipendiés, exploités, etc. C'est un régime... je répète, d'écrasement des gens et au bénéfice de quelques privilégiés. Ce qui n'enlève rien, pas tout mélanger, à la qualité d'une certaine politique internationale qui a été menée par Moubarak et son gouvernement. Mais selon vous, est-ce que l'espoir soulevé pourrait être de courte durée? Je ne suis pas sur place, je ne suis pas capable de... J'espère qu'une solidarité internationale très forte va s'organiser à côte poupe en soutien du peuple égyptien et que beaucoup vont s'ériger contre ces actes de terrorisme. Alors, d'un côté, on nous dit les frères musulmans, s'ils reviennent, etc. Mais les actes commis par le pouvoir sont des actes de terreur. Donc vous parlez du terroriste Moubarak? Si on vous suit, non, je dis, des actes de terrorisme. Des actes de terreur. Voilà, commandités par un président qui ne veut pas par partir. un régime, en tout cas par un régime. Je ne sais pas comment, je ne me fais pas dire ce que je ne connais pas. Mais manifestement, ça a été organisé, orienté, préparé. Vous demandez le départ sans délai de Moubarak aujourd'hui? Je crois que tout le monde le dit. J'ai entrevu là une phrase du président de la République réclamant que sans tarder, la transition s'opère. Il faut espérer, il faut vraiment que la demande internationale soit une demande
de transition rapide et pacifique. Alors on le sait, on l'a dit, les blessés sont très nombreux, plusieurs centaines au Caire, certains d'ailleurs atteints par des armes blanches et des coups de machette. Des cocktails Molotov ont atterri également de la cour du musée du Caire, Jack Lang. Est-ce que la démocratie naissante, mais aussi les trésors culturels de l'Égypte sont en danger? Est-ce que c'est aussi une préoccupation pour vous? Là, ce serait le devoir, hein, dictateur ou pas, ce serait le devoir de M. Moubarak et de son régime de protéger cet extraordinaire musée. Et voilà, je constate que depuis plusieurs jours, on ne prend pas de mesures assez efficaces, sauf de l'intérieur, pour préserver ces richesses uniques, évidemment. On le sait, les trésors de Toutankhamon et tant d'autres choses admirables. D'ailleurs, quelques œuvres ont déjà été enlevées. Certaines momies ont disparu. Oui. Alors qu'au moins, il rende service à l'histoire et à son peuple en sauvant ces trésors qui appartiennent non seulement à l'Égypte, mais au monde entier. Est-ce que vous croyez, en hiver, à un printemps du monde arabe avec les manifestations? Certaines sont annoncées en Syrie, en Jordanie, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, on parle de l'Algérie, bien sûr, entre autres pays, le Yémen. Bon, pas se laisser emporter trop, mais quand même, moi je suis heureux, vraiment profondément heureux, que le peuple tunisien ait eu ce courage extraordinaire de s'arracher à cette dictature. Et je suis confiant et je suis sûr que le peuple tunisien réussira à construire une démocratie. Et je pense que chaque fois que la démocratie peut marquer des points, c'est un progrès. Et j'aimerais, mais je ne veux pas rien prédire, j'aimerais que le mouvement qui s'est enclenché ressemble à celui qu'on a connu dans cette année sans pareille de 1989, tandis que nous célébrions ici le bicentenaire de la Révolution française. Un peu partout, l'étincelle de la liberté en Europe surgissait à Prague, jusqu'à la Roumanie, et sans oublier Berlin. Donc, puisse la démocratie, mais sans violence, si cela est possible. C'est même souhaitable qu'il n'y ait pas de violence, puisse la démocratie s'installer dans différents pays. Alors ça peut prendre des formes différentes, parce qu'on ne peut pas comparer chaque pays a son histoire, chaque pays a son système, chaque pays a son régime. Alors parlons de la polémique autour de Michel Alliot-Marie et ses vacances au plus fort de la crise en Tunisie et de la répression au mois de décembre dernier. Et puis ce vol intérieur offert par un de ses amis, elle s'est expliquée à l'Assemblée nationale, vous étiez dans l'hémicycle Jack Lang. Est-ce que vous estimez qu'elle devrait démissionner après cette nouvelle séquence qui fait suite à la précédente? Non, elle n'a pas à démissionner. Pourquoi démissionnerait-elle? Pourquoi? Non, écoutez, bon, on peut contester, on mélange toujours tout. On peut contester la façon dont la politique internationale a été menée vis-à-vis de la Tunisie. Mais bon, elle a expliqué à l'Assemblée nationale tout à l'heure, je n'ai pas de raison de mettre en doute sa parole, qu'un de ses amis lui a proposé, depuis Tunis, de prendre le même vol que lui, si j'ai bien compris. Tous vos camarades socialistes ont entendu les mêmes explications, mais certains demandent sa démission. Je ne la demande pas, voilà. Vous ne la demandez pas. Parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de quelle manière notre pays peut-il accompagner, soutenir. Oui. Mais l'actuel ministre défend bien et incarne bien la politique étrangère de la France. Mais c'est pas à moi à décider du choix du ministre des Affaires étrangères. Ça relève du président de la République, du Premier ministre. Et c'est une question, je ne dis pas secondaire, mais c'est pas la question première. La question première, c'est de quelle façon accompagne-t-on, c'est ça l'essentiel, le peuple tunisien. Je note que, bon, mieux vaut tard que jamais, je note que toute une série d'initiatives sont prises en ce moment par les États européens, et notamment par le gouvernement français, à Bruxelles, pour renforcer économiquement l'aide de l'Union européenne à la Tunisie, pour aider à la préparation des élections. Moi, ce qui m'importe, c'est pas, sur un tel sujet, un débat entre X ou Y, c'est que les Tunisiens conquièrent pacifiquement le droit d'être libres. Est-ce que vous aviez été heurté par les propos de Michel Alliot-Marie à l'Assemblée nationale sur son offre sécuritaire à la Tunisie en pleine période d'émeute? C'était en effet des propos assez particuliers, assez étranges. Et là non plus, l'idée de sa démission ne vous était pas venue. Mais pourquoi est-ce que... Bon, je ne suis pas une autorité suprême qui doit décider du sort d'un ministre ou d'un autre. Ce qui m'intéresse vraiment profondément, c'est le sort du peuple tunisien. Et certains de vos amis au PS se trompent de combat alors? Je ne dis pas ça, ne faites pas une polémique qui n'a pas lieu d'être. Ah ben elle est là la polémique, elle s'impose à nous. Hein, je respecte ceux qui réclament sa démission, mais moi je ne réclame rien d'autre
que l'essentiel, c'est-à-dire soutenir les Tunisiens, les aider matériellement et psychologiquement, le reste est secondaire. J'ajoute que, puisqu'on parle du rapport à la Tunisie... Oui, vous voulez parler de certains de vos amis? Non, pas mes amis, c'est-à-dire je trouve que nous sommes... Tous. Nous sommes, la plupart d'entre nous, je ne vais pas parler de moi, c'est un autre cas, mais nous sommes, sauf quelques-uns, disons, oui, collectivement responsables d'avoir été d'une complaisance extrême à l'égard de cette dictature. Comme à l'égard du régime égyptien. Le reproche a été fait notamment par François Fillon, à François Mitterrand aussi. François Mitterrand aussi. Pas lui. Non, mais ne mélangeons pas tout. Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut aussi une lecture historique des choses. Quand François Mitterrand a reçu Ben Ali, c'était quelque temps après qu'il ait remplacé Bourguiba. Et les premières années du régime Ben Ali, qui n'était pas un régime démocratique comme on le rêve, oui, était quand même apportait satisfaction, donnait le sentiment qu'il allait poursuivre pacifiquement l'œuvre de Bourguiba. Donc on peut parfaitement admettre que François Mitterrand l'ait reçu. De même quand Lionel Jospin était Premier ministre et qu'il l'a accueilli. Moi j'étais président de la Commission des Affaires étrangères. À ce moment-là, j'ai boycotté les manifestations officielles, mais je pouvais le faire, j'étais parlementaire, je n'étais pas au gouvernement. Et Lionel Jospin ne pouvait pas ne pas recevoir Ben Ali, qui avait été invité par Jacques Chirac. Mais le temps a passé. Et aujourd'hui, quand même, il était normal qu'une prise de conscience s'opère dans la classe politique française pour contester ce régime politique. Et malheureusement, à l'exception de quelques personnes, il y a eu une grande complaisance collective. Et ça mériterait une autocritique collective. Voilà, très bien, vous la lancez. Même si, mais non, j'ai pas dit, non, même si le gouvernement en place, évidemment, a une responsabilité plus particulière, parce que c'est lui qui tient les rênes, c'est lui qui a la responsabilité directe. Alors, est-ce que vous avez regardé d'un peu plus près la composition de l'internationale socialiste? Parce que là, c'est un des arguments qu'on entend, hein, à droite, Jack Lang, oui, parce que le fameux parti de Ben Ali appartenait à l'internationale socialiste. Il paraît même que les Chinois en font partie. Il y a des choses si c'est bizarres. Le cas, c'est à revoir. Hein. Si c'est vraiment le cas, je ne me sens pas membre de l'internationale socialiste. Je suis internationaliste, profondément, socialiste et internationaliste, mais si l'internationale socialiste abrite des dictateurs, c'est pas ma tasse de thé. Allez, dernière question sur le sujet, avant d'évoquer la question du Parti socialiste. Est-ce que vous estimez que le grand projet de l'Union pour la Méditerranée que vous avez défendu, l'idée chère à Nicolas Sarkozy, a définitivement du plomb dans l'aile? L'idée chère à Nicolas Sarkozy et à François Mitterrand, qui l'avait lancé voilà, il y a quelques années, mais je l'avais imaginé autrement, cette idée, qui est une belle idée. Oui, et aujourd'hui? Mais je pense que l'erreur... Moubarak était associé de très près. Le dictateur, celui que vous appelez là, le dictateur. Il était même co-président. Eh oui. Même officiellement toujours co-président. Non, je pense, si on parle du fond des choses, et je m'étais permis de le dire à l'époque à l'actuel président de la République, que c'était une erreur de vouloir aller trop vite, de concevoir une organisation entre États, qu'il eût été préférable de créer une sorte de collège international des pays de la Méditerranée, en y associant beaucoup plus les sociétés que les États. Allez, l'idée demeure. Je pense que l'Union de la Méditerranée est une bonne idée. Allez, nous allons évoquer votre engagement et votre travail politique, Jack Lang, pas au service exclusif du Parti socialiste, pour lequel vous avez des mots durs parfois. Anne-Sophie Mercier d'ailleurs va nous rejoindre, donc, mais d'abord avec Thomas Raguet, on fait le point sur vos différentes activités. De la France, Jack Lang a choisi le costume sur mesure de missionnaire tous azimuts. 2007, Nicolas Sarkozy, fraîchement élu, confie à Édouard Balladur la présidence d'une commission pour moderniser les institutions. Jack Lang est là aussi. Sa voix porte, sa voix compte au moment du vote, elle est même décisive. Je vois mal comment je pourrais, moi-même, ayant participé à l'élaboration de ces textes, voter contre ces idées, contre moi-même. Une chanson si douce aux oreilles sarkoziennes que Jack Lang est à nouveau sollicité. Février 2009, il est nommé émissaire spécial du président de la République à Cuba. Octobre de la même année, une nouvelle mission cette fois en Corée du Nord. Des missions en pays totalitaires qui semblent lui réussir. Août 2010, l'ONU a des projets pour lui. Il est nommé conseiller juridique auprès de Ban Ki-moon sur les questions de piraterie au large de la Somalie. Mais l'avenir pour Jack Lang est peut-être en France. Peut-être dans le costume de défenseur des droits, actuellement à l'ébauche. Les députés ont eu le bon goût de revenir sur la limite d'âge à 68 ans qu'ils avaient d'abord mise en place pour lui barrer la route.
Et dans tout ça, sur le PS, Jack Lang a-t-il encore des choses à dire ? Eh bien, on va en parler avec vous, notamment donc du Parti Socialiste. Anne-Sophie Mercier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Collaboratrice des Inrecuptibles et du Monde Magazine. C'est à vous. Alors, Jack Lang, vous avez, on l'a rappelé là juste il y a une minute, vous avez effectué diverses missions qui vous ont été confiées par le chef de l'État ou qui vous ont été attribuées avec son appui. On vous connaît comme le plus grand ministre de la Culture, puis Malraux. La culture, c'est toute votre vie. Vous avez lancé un festival qui est devenu de théâtre, qui est devenu mythique à Nancy. Enfin, voilà, la culture, si quelqu'un incarne la culture, c'est vous. On peut tout dire du sarkozysme, on peut dire que c'est une énergie, on peut dire que c'est une force qui va, on peut dire mille choses, mais ça ne vient jamais à l'esprit que l'actuel président est un homme du livre, est un fou de culture, etc. Qu'est-ce qui, dans le fond, vous attire et vous intéresse dans le sarkozysme ? Ah, c'est un autre sujet. Là. Vous passez de missions que j'ai accomplies Oui. au nom de l'État français. Ma transition, c'est l'émission que vous avez accomplie au nom de l'État français, Oui. avec le soutien du chef de l'État. D'où oui. ma question, qu'est-ce qui vous rassemble ? Pas. Mais en tout cas, disons, non, ce qui me passionne d'abord, c'est-à-dire, ce qui est impossible me passionne. Si je racontais un peu ma vie, mais c'est pas le sujet. Un peu plus tard, on y viendra. On verra ça un de ces jours. Tout à l'heure. Les actions impossibles m'intéressent, plus que les choses un peu tranquilles, gentilles, etc. Cuba, mission un peu impossible. Corée du Nord, mission un peu impossible. La piraterie maritime, lorsque Ban Ki-moon l'a proposé, des amis charitables m'ont dit « Mais tu es complètement cinglé, c'est insoluble. » Et je lui ai dit « Mais raison de plus. Je vais essayer de comprendre, je vais essayer de m'y intéresser. Je suis par ailleurs pas seulement un homme de culture, mais je suis d'abord même professeur de droit. Oui, c'est mon métier. Je suis professeur de droit international. Et je me suis attelé à cette tâche pendant 5 mois. Et je pense que les propositions que j'ai faites au Conseil de sécurité mardi dernier seront acceptées, seront transformées en résolutions qui aboutiront, espérons-le, à l'éradication de la piraterie maritime. Vous n'avez pas répondu à la question. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Ce qui vous plaît, c'est les missions qu'on vous confie, où il y a dans la notion de sarkozysme quelque chose qui vous intéresse, qui vous séduit, qui vous attire. Non, vous mélangez deux choses. Non. Je vous ai expliqué en quoi quand mes convictions... Oui, Michel a eu raison de dire que vous aviez répondu je vais vous répondre, mais quand même, il question. ne faut pas tout mélanger. Je veux dire que quand, dans un cadre, disons, qui concerne ou l'intérêt supérieur de l'État ou une organisation internationale, mes convictions intimes, profondes, rejoignent celles de tel ou tel, il n'y a aucune raison que je refuse de donner un coup de main. Bon. Alors, quant à Nicolas Sarkozy, bon, on peut... sa politique n'est pas la mienne, c'est une évidence. Je suis de gauche, je suis socialiste, mes valeurs sont autres. Mais en même temps, j'ai appris de mon maître, François Mitterrand, que quand on défend ses idées, on ne doit pas nécessairement attaquer les personnes. Et je pense que parfois on a beaucoup trop tendance, cet après-midi encore à l'Assemblée nationale ou dans d'autres circonstances, à faire des attaques ad hominem. Et en quoi est-ce diminuer que de reconnaître les qualités des personnes qui sont de l'autre côté ? Ben oui, Sarkozy a beaucoup d'énergie et de courage, c'est la vérité. En même temps, il mène une politique sur le plan fiscal, sur le plan scolaire, sur le plan de ceci, qui n'est pas la mienne. Voilà. Alors, quand vous parlez aujourd'hui de votre action, de ce qui vous fait vibrer... Et en même temps, j'assume totalement, pleinement, plus que jamais, la révision de la Constitution qui a été opérée et dont j'ai été l'un des co-auteurs. Regardez cette petite révolution de ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, que Mitterrand souhaitait, Badinter aussi, et qui a été réalisée dans la révision constitutionnelle, et qui fait que toute une série de lois illégales ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Eh bien, n'y aurait-il eu que ce changement, je serais très heureux d'avoir participé à ce travail collectif et de l'avoir voté. Et je regrette que mes amis socialistes n'aient pas voté eux-mêmes cette révision. Alors, il la critique, cette révision à nouveau. Il s'empare de ce sujet, vous le savez, au Parti socialiste. Et certains disent qu'il faut corriger la boulimie de pouvoir du chef de l'État. Corriger cela par une nouvelle réforme, par exemple... ne plus permettre au chef de l'État de s'exprimer devant le Congrès. Est-ce que là, vous estimez qu'il y a des corrections à apporter ? Je n'ai pas lu le texte. Hein. Est-ce qu'il y a des corrections à apporter ? Non, excusez-moi, je n'ai pas lu le texte, donc je ne veux pas apporter de correction. Mais si véritablement la proposition de réforme consiste, pour mes amis, à interdire au chef de l'État de venir à l'Assemblée, quelle profonde réforme. D'ailleurs, moi je suis pour que le chef de l'État vienne à l'Assemblée.
Pour des raisons de cohérence, vous dites. Mais oui, on est en bien régime, sûr, il est élu, il doit assumer, il est en assume ses actes. responsabilité, il va porter ses actes mais bien devant sûr, devant qu'il le Parlement. réponde à des questions même, qu'il participe à un débat. Je ne comprends même pas pourquoi on s'oppose. Pour vous, Nicolas Sarkozy n'a pas dévoyé cette réforme. Et il n'est pas Alors, nécessaire de renforcer les contre-pouvoirs. C'est ce qu'on dit au PS. Non, moi je rêve d'une nouvelle profonde rénovation des institutions. On ne peut pas se contenter d'une réformette. Des pas ont été accomplis par Jospin. Dans quel sens vous iriez Par Jospin en réduisant le mandat à 5 ans et en introduisant la parité homme-femme. Par Nicolas Sarkozy à travers toute une série de choses concernant notamment le contrôle du Conseil constitutionnel, le fait qu'il ne préside plus le Conseil de la magistrature, enfin d'autres réformes. Ce n'est pas suffisant. C'est un pas en avant. Moi, je considère que quand on est démocrate, on engrange toute bonne avancée de la démocratie. S'il y a une mesure qui vous paraît importante, par exemple, vous citeriez quoi J'espère que ça figure dans le projet socialiste. Un vrai Parlement, de vraies commissions d'enquête. Que l'ordre du jour soit fixé par le seul Parlement. Ben voilà de vraies réformes. Je ne sais pas si ce sont ces réformes qui seront proposées. Moi, ce n'est pas une question de numérotation de la République, c'est grotesque. Gardons la Ve République, mais rénovons-la, transformons-la. Pour l'instant, ça a été la politique des petits pas, que j'ai soutenue. Mais j'espère que demain, s'il y avait un changement politique, ce serait la politique des grands pas. Alors, on va juste un mot sur les primaires socialistes, Jack Lang. Vous avez eu sur ce processus des primaires des mots durs. Ça, avec vos amis, ça vous arrive tout de même assez fréquemment. Vous avez parlé de pétaudière. Que vous ne faites attention qu'à cela. Non. Vous avez parlé de pétaudière, vous avez dit c'est un hippodrome. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le processus des primaires une notion de modernité que vous ne voulez pas voir? Non, ce n'est pas. Alors, moi, je suis le premier avec Rebsamen, le maire de Dijon, à avoir proposé les primaires il y a 8 ans. Donc je suis pour. Et on met sur le dos des primaires quelque chose qui n'a rien à voir avec les primaires. Primaires ou pas, il y aurait ce phénomène que nous vivons en ce moment de compétition entre candidats. Et en quoi est-ce anormal? Bon, alors parfois ça prend un tour, un peu, en effet. On pourrait dire que c'est le jeu politique, c'est la vie. Oui, peut-être la difficulté d'émergence d'un leader politique incontesté, mais je pense que les choses se décanteront. C'est-à-dire, allez, il faut nous en dire plus là, parce que je crois que vous avez rencontré Dominique Strauss-Kahn récemment à Washington. Alors, c'est ce que le monde ça va se décanter récemment, bientôt. Ça, je ne sais pas, moi je n'ai pas d'informations. Bon, j'ai rencontré en effet Dominique Strauss-Kahn, qui est un collègue. Nous étions professeurs dans la même université à Nancy il y a fort longtemps, malheureusement. C'est un homme intelligent, c'est un type qui montre ses grandes capacités à la tête du FMI. Il aurait la carrure d'un chef d'État, c'était incontestable. Bon, la décision lui appartient. Je ne vais pas parler. Vous l'avez sondé. Je ne vais pas parler en son nom. Je ne suis pas son porte-parole. Non, mais vous avez sondé ses intentions. Bon, ça relève d'une conversation que nous avons eue ensemble. Vous êtes rassuré, vous êtes sorti rassuré. Mais je répète, encore une fois, ce sont des décisions personnelles, très profondément personnelles. Et Comment est-ce que... Oui, pardon. Comment est-ce que vous réagissez à Jean-François Copé qui dit à propos de lui, j'en ai marre de ce type dont on dit il sait tout sur tout, cette statue du commandeur, cet oracle? Bon, je dirais un mouvement de mauvaise humeur. Alors, une question. On devrait faire attention, chacun d'entre nous, ça m'arrive aussi, de certaines glissades qui conduisent à dire des choses un peu désagréables à l'égard de tel ou tel camarade ou concurrent. Je reviens à votre prise de distance par rapport au PS. Mais ce n'est pas du tout vrai. Que je ne vois que ça. Vrai. Écoutez, ce n'est pas vrai. C'est moi qui suis en conformité, excusez-moi, en conformité avec les grandes idées progressistes. C'est moi qui suis en conformité avec les grandes idées démocratiques. Et lorsque j'ai soutenu le président... Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas socialiste. Non, lorsque j'ai soutenu le président de la République dans sa volonté de réforme de la Constitution, c'était en harmonie avec ce que nous avons nous-mêmes défendu sous la présidence de Jospin lorsqu'il était premier secrétaire, sous la présidence de François Mitterrand lorsqu'il était premier secrétaire. Je ne comprends pas qu'on puisse changer d'avis et d'opinion selon qu'on est au gouvernement ou dans l'opposition. Les convictions d'abord. Les convictions d'abord, et les petits calculs politiques ensuite. Il y a une notion très importante pour les socialistes qui est la lutte contre le cumul des mandats. Et vous auriez pu aussi en profiter pour en parler et pour porter ça. Bien sûr, mais ça figurait dans les propositions de la commission Balladur qui a été si critiquée par certains.
C'était une des propositions que nous avons votées à l'unanimité au sein de la commission présidée par Édouard Balladur. Elle n'a pas été retenue par le gouvernement, et je le regrette. Et je pense que c'est en effet, dans ce qu'on m'annonce être le futur projet socialiste, c'est une bonne mesure de démocratie. Dernière question, est-ce que vous pensez que le PS est prêt pour le pouvoir en 2012 ? Il y a du buzz sur Internet, sur une déclaration que vous auriez faite. Vous allez peut-être pouvoir vous en expliquer. Sur Internet, on voit une vidéo où semble-t-il, je dis bien semble-t-il, je le prends avec des pincettes, en vous écoutant, on entendrait si on gagne en 2012, c'est la cata. Alors, est-ce que vous l'avez vraiment dit ? Et si vous l'avez dit, qu'est-ce que vous voulez dire vraiment ? Je ne me souviens pas très bien parce que je perds la mémoire. C'est une réunion en présence de Madame Ségolène Royal. Je crois que c'est une réunion des clubs Désir d'avenir. C'est possible. En tout cas, non. On vous a rafraîchi la mémoire. Je vais essayer d'interpréter mes propres propos si je les ai tenus. C'est qu'en effet, si aujourd'hui, à l'instant, nous étions en responsabilité, bon, ce ne serait pas très brillant parce que pour le moment, le projet est en élaboration.